Nous avons parlé de l'origine de l'Afrique, de l'esclavage des Noirs et de la colonisation. Alors je pense qu'il serait juste maintenant de parler de l'émancipation du continent. On est au lendemain de l'implantation du colonialisme où des élites africaines ont été formées en masse en Occident, que ce soit militairement ou intellectuellement. Se sont donc découverts des capacités et ont vu une autre réalité. Au lendemain des deux guerres mondiales où des tirailleurs ont vu la vulnérabilité de l'Occident, y ont laissé leur vie et à qui on a promis l'indépendance de leur pays respectifs après le combat. Après aussi la guerre froide où deux blocs d'anciens colonisateurs s'opposent, alors les Africains voyant ça se sont dit si eux-mêmes entre les Occidentaux ils ne s'entendent pas, il y a peut-être moyen de se libérer. Et enfin, en plein essor d'un troisième bloc, le tiers-monde, composé de pays déchus d'Afrique et d'Asie. La suprématie occidentale s'effrite peu à peu et les Africains voient ça et là, dans d'autres parties du monde, la naissance et la victoire de plusieurs mouvements indépendantistes. Les consciences patriotiques africaines se réveillent peu à peu et tout le continent réclame progressivement son indépendance. Bienvenue donc dans cette nouvelle chronique d'histoire d'Afrique dans laquelle on va parler de ce que j'ai appelé la révolution africaine qui se passe entre 1945 et 1975. Après la Seconde Guerre mondiale, plusieurs pays africains se révoltent vraiment et réclament leur indépendance. Pour donc les apaiser et éviter les dérives, les colons vont user de plusieurs subterfuges. En 1941 déjà, le président américain Roosevelt et le premier ministre britannique Churchill signent la Charte de l'Atlantique. C'est une convention dans laquelle ils renoncent à étendre leur territoire, mais donnent aussi plus d'autonomie et plus d'autorité à leur peuple colonisé. Les Britanniques vont même aller plus loin en faisant adhérer leur colonie à la Commonwealth. Elles deviennent donc autonomes intérieurement, peuvent avoir des partis politiques et voter leurs gouvernants, qui restent tout de même des premiers ministres sous gouvernance britannique et non des présidents. Faut pas déconner non plus. La France, elle, ne va pas du tout dans ce sens-là. En 1944, sous pression, elle organise la conférence de Brazzaville qui se tenait au Congo, ça va de soi, pour écouter les doléances de ses colonies. Mais elle balaie du revers de la main la proposition de Félix Éboué, alors administrateur colonial du Tchad, d'accorder un chouïa plus d'autonomie à ses colonies et déclare que toute possibilité d'évolution, de constitution ou de gouvernance arbitraire locale est hors de question. Les Africains voient alors leur rêve d'indépendance s'évaporer et des mouvements de protestation vont naître. La France est vite dépassée et comprend alors qu'elle doit apaiser les choses, sinon ça va vite déraper. C'est alors qu'en 1946, elle crée l'Union française, qui est l'union entre la France et son empire colonial, abolit le statut d'indigénat, fait décoloniser des citoyens et va même jusqu'à nommer des députés noirs qui vont siéger à l'Assemblée nationale française, tels que Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire ou encore Lamine Gueye du Sénégal. Mais on constate tout de suite que tout cela, ce n'est que de la poudre aux yeux. Dans la pratique, rien n'a changé. Les relations s'échauffent et en 1958, la France remplace l'Union française par la Communauté française, pâle copie du Commonwealth. Elle organise alors un référendum le 28 septembre de la même année dans lequel chaque pays colonisé devait décider oui ou non de faire partie de la Communauté française. Tout leur territoire africain accepte, à l'exception de la Guinée qui lui dit d'aller se faire foutre, va donc obtenir son indépendance de suite grâce à Sékou Touré, le bonhomme, mais va aussi faire face à des conséquences terribles. Mais bon, ça c'est pour une autre chronique. La Belgique, quant à elle, ne lâchera pas non plus son riche territoire du Congo-Kinshasa aussi facilement. Sous pression de la communauté internationale, notamment l'ONU, elle annonce en 1950 son plan de 30 ans pour préparer le pays à l'indépendance. Ben voyons. Disons-nous les choses clairement, ils avaient juste besoin de temps pour sucer à fond le pays, déguerpir avec toutes leurs ressources et les laisser se débrouiller. Les Congolais vont mettre du temps à le comprendre, mais finalement, en 1959, ils vont enfin se réveiller et des émeutes vont naître dans la capitale, Léopoldville. Les Belges vont être contraints de céder l'indépendance au pays une année après, en 1960, mais non sans entourloupe et fourberie. Bref, tout ça sera mieux développé dans la chronique Les émeutes de Léopoldville, alors restez scotchés. Le Portugal est le colonisateur le plus coriace car il refusera catégoriquement de lâcher ses colonies, ce qui mènera à 15 années de guerre menées par différents mouvements indépendantistes jusque dans les années 70. Le FLN d'Algérie, le MPLA d'Angola, le MDRM de Madagascar ou encore l'UPC du Cameroun, pour ne citer que ceux-là, vont supposément être à l'origine de plusieurs révoltes qui vont mener leurs différents pays aux indépendances. Voyons donc quelles sont ces révoltes-là dans les chroniques qui suivent. Ah, j'oubliais.